L'épisode s'ouvre dans l'espace sombre et froid, sous la coque d'un immense navire de guerre fendant les nuages qui traversent le ciel nocturne. Des pas précipités résonnent sur le sol métallique. Une chevalière aux longs cheveux châtains dorés, vêtue d'une armure argentée, tient la main d'une petite fille qui court désespérément. La petite fille a de longs cheveux bleus qui lui arrivent aux chevilles et son visage exprime clairement la peur. Ce sont Catalina et Lyria, bloqués par un groupe de soldats. Catalina dégaine l'épée à sa hanche, et en quelques secondes, ses coups d'épée décisifs les éliminent proprement. Cependant, la voie d'évacuation est bloquée. Des ténèbres surgit un homme d'âge mûr au sourire sinistre. Il s'agit du capitaine Palmer de l'Empire de la Terre. Il tient à la main un dispositif cylindrique contenant une pierre violette lumineuse, qui semble emprisonner une sorte de pouvoir. Catalina supplie immédiatement Palmer d'arrêter. Un rayon violet jaillit de la pierre dans sa main, provoquant une douleur intense et une douleur à la poitrine chez Lyria. Catalina hurle et se jette en avant pour attaquer le capitaine, mais elle est bloquée par des soldats. Dans ce moment chaotique, une violente explosion se produit sur le flanc du navire. Le changement brutal de pression atmosphérique aspire tout ce qui se trouve à l'extérieur. Lyria est emportée par les flots, tombant librement du navire de guerre dans la mer blanche de nuages en contrebas. Pendant sa chute, le collier qu'elle porte au cou émet une lumière bleue éclatante, enveloppant son corps comme une étoile filante traversant le ciel. La scène se déplace vers une île flottante au milieu d'une mer de nuages d'un bleu profond, en plein jour. Voici l'île Insenstile. Des pics rocheux acérés se dressent au milieu de forêts verdoyantes et luxuriantes. Des oiseaux blancs planent dans le ciel paisible. Dans une petite maison en bordure de forêt, un jeune homme nommé Grand manie une hache et coupe du bois. Il porte un sweat à capuche bleue, des protège-bras en fer et un pantalon marron usé. À côté de lui se trouve Vienne, une petite créature aux ailes rouges qui plane dans les airs et grignote une pomme rouge mûre. Vienne se plaint que Grand se surmène. Tandis que Grand rit et dit que c'est comme ça qu'il s'entraîne. Musique, il évoque son père et son rêve d'aller sur l'île des étoiles. Une fois son travail terminé, Grand et Vian se rendent à pied au village voisin. Ici, la vie se déroule lentement et paisiblement. Les villageois étendent le linge, les enfants courent et jouent, et les personnes âgées fument la pipe. Grand-père est aimé de tous pour sa nature serviable. Soudain, le ciel tremble. Un sifflement perçant déchire le vent, suivi d'un immense faisceau de lumière bleue venant d'en haut, plongeant droit dans la forêt interdite derrière le village. Grand et Vian lèvent les yeux et aperçoivent simultanément la silhouette sombre d'un immense navire de guerre planant au-dessus de la couche nuageuse. Pressentant quelque chose d'anormal, Grand court précipitamment vers la forêt. Malgré les avertissements de Vian selon lesquels l'endroit est dangereux, Grand arrive, en courant à travers l'épaisse canopée, à une clairière herbeuse déserte où se trouvent les ruines d'un ancien temple. Là, il aperçoit la fille aux cheveux bleus de tout à l'heure. Lyria, immobile sur l'herbe, des reflets de lumière scintillante persistaient autour d'elle. Lyria ouvre lentement les yeux, ses yeux bleus fixant avec perplexité l'étrange jeune homme. Elle paraît confuse et faible, disant qu'elle ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé, seulement qu'elle s'enfuyait avec Catalina. Quand Grand lui demande son nom, elle répond timidement Lyria. À ce moment précis, de lourds pas se font entendre. 2 soldats impériaux en lourde armure de fer émergent des buissons. Ils aperçoivent Lyria et lèvent aussitôt leurs armes, exigeant que Grand leur livre la jeune fille. Grand, bien qu'équipé seulement d'une vieille épée courte et d'une armure légère, se dresse fermement, bloquant Lyria. Il refuse la demande du soldat. Des combats éclatent. Grand charge pour attaquer, mais sa lame rebondit en frappant une épaisse armure du soldat. L'immense différence de force et d'équipement repousse rapidement Graham, qui tombe au sol. Le soldat lève son épée pour l'achever lorsqu'une autre lame acérée la bloque inopinément. Catalina arrive à point nommé, forte de la maîtrise de l'épée d'une ancienne officière. Elle repousse rapidement les 2 soldats impériaux, les forçant à battre en retraite. Catalina se retourne pour prendre des nouvelles de Lyria et remercie Grand de l'avoir protégée. Elle se présente comme le lieutenant Catalina Elias, qui a trahi l'Empire pour sauver Lyria. Cependant, il n'y a plus de temps pour les explications. Musique Palmer a rattrapé son retard. Palmer sort des arbres, entouré de dizaines de soldats. Il affiche un sourire narquois, se moquant des actions pitoyables de Catalina et Grand. Ne voulant pas perdre de temps, Palmer active la pierre violette qu'il tient dans sa main. Le sol tremble violemment. Derrière la lisière de la forêt, un monstre gigantesque apparaît. C'est l'hydre, un dragon à plusieurs têtes aux écailles rouges foncées et aux épines acérées qui lui poussent sur tout le dos. Le monstre rugit, son rugissement en musique faisant trembler toute la forêt. Il charge pour attaquer le groupe de Grand. Catalina tente de résister, utilisant son épée pour créer des murs de glace afin de se défendre. Mais la puissance de l'hydre est écrasante. Ses têtes mordent et crachent du feu sans cesse, détruisant tous les obstacles. Dans le chaos, une des têtes musicales d'Hydra fonce droit sur Lyria, désormais exposée. Sans hésiter, Grand se jette devant Lyria. Les griffes acérées du monstre déchirent l'air,
suivi d'un bruit d'impact sec. Grand est projeté au loin, son corps glissant sur le sol avant de rester immobile. Une large plaie lui barre la poitrine en diagonale. Le sang imprégnait sa chemise bleue d'un rouge sombre. Catalina hurle d'horreur. Vienna court auprès de Grand, tremblant et l'appelant en pleurant, mais il ne répond pas. La respiration de Grand faiblit, puis s'arrête complètement. Lyria regarde son sauveur allongé là, les yeux écarquillés de choc. Elle serre les poings, la détermination se lisant sur son visage baigné de larmes. Lyria s'approche du corps musical de Grand. Elle pose sa main sur sa poitrine, là où son cœur a cessé de battre. Le collier et la pierre sur sa poitrine se mettent à briller intensément. Un rayon de lumière les enveloppe tous deux, emportant leur conscience dans un espace spirituel mystique, semblable aux profondeurs marines où les rayons du soleil percent la surface de l'eau. Dans cet espace, que Lyria parle à l'âme de Grand, partageant avec lui une partie de sa force vitale. Un symbole lumineux apparaît sur la main de Grand. Il ouvre les yeux, qui brillent désormais d'un bleu éclatant, exactement comme ceux de Lyria. La plaie à sa poitrine se referme, laissant une longue cicatrice, mais son cœur bat à nouveau. Grand se lève, ne montrant aucun signe de douleur ou de fatigue. Il sent une force extraordinaire parcourir chaque fibre de son être. Lyria se tient à côté de lui, serrant fermement sa main. Ils se tournent tous deux vers elle, Hydre qui rugit de triomphe. Sans avoir besoin de communiquer, ils se comprennent parfaitement. Grand et Lyria lèvent leurs mains jointes bien haut vers le ciel. Leur bouche prononce un nom à l'unisson. Le son résonnait comme un grondement de tonnerre, couvrant tous les bruits du champ de bataille. Répondant à l'appel, le ciel au-dessus de l'île de Zinsanstil se fissure. Des nuages sombres tourbillonnent, formant un immense cercle magique orné de caractères anciens lumineux. L'espace tremble plus violemment que jamais. Du centre de ce cercle, une grande entité descend lentement. C'est un dragon, mais pas un dragon ordinaire, plutôt Bahamut, le légendaire dragon primordial. Son corps est si énorme qu'il masque un coin du ciel. Des écailles d'un noir de jet luisant comme une armure d'acier. Des ailes musiques largement déployées avec autorité. La présence de Bahamut dégage une puissance écrasante, faisant paraître soudain l'hydre monstrueuse de l'Empire petite et pathétique comme un lézard devant le dieu dragon. Au cœur de cette scène magnifique et époustouflante, Bahamut plane au-dessus de l'hydre, prêt à lui asséner un coup terrible, tandis que Grand et Lyria se tiennent au sol en contrebas, les yeux brillants d'une lueur intense, regardant droit devant eux, prêts pour la contre-attaque fatidique après avoir invoqué avec succès le dragon Bahamut. Le fils de Dark Flamme a stupéfié et effrayé l'armée de Palmer devant la force écrasante et le physique massif de Bahamut. Mais Palmer tente toujours de se calmer, persuadé que rien ne peut empêcher de ramener Lyria à l'Empire. Il ordonne précipitamment à Hydre, le dragon à 5 têtes, de vaincre Bahamut. Avant même que Lyria ne puisse exprimer sa sincère intention, le dragon primordial s'éveille, entrant dans un puissant état de combat, ses yeux brillant d'une intention meurtrière, comme s'il voulait tuer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Bahamut déploie ses ailes d'un noir de jet, solides et plus résistantes que l'acier, que rugissant puissamment et faisant trembler toute la forêt. À ce moment, le visage de Palmer se crispe, ses mains tremblent tandis qu'il tient le flacon de verre contenant la pierre violette éclatante, comme sur le navire de guerre. Puis, d'un ton précipité et en bégayant, il ordonne à l'hydre d'attaquer, suivant les incitations musicales de son maître. Le dragon à 5 têtes utilise à nouveau sa technique de souffle de feu. Si auparavant cette technique avait gravement blessé Grand, cette fois-ci, c'est comme gratter une démangeaison pour Bahamut. Voyant cela, Palmer continue d'exhorter Hydra Music à attaquer. Cette fois, le dragon à 5 têtes choisit d'attaquer la tête de Bahamut pour vaincre rapidement le dragon primordial. Bien que le vieux Palmer soit maintenant en sueur à cause de la peur, il croit toujours avec arrogance qu'il a vaincu Bahamut. Ne lui laissant pas le temps de savourer sa victoire, derrière l'épaisse fumée noire se dessinent 2 yeux brillants d'une intention meurtrière. Le dragon Bahamut, avant les attaques d'Hydre, reste totalement indemne. Au contraire, elle devient encore plus puissante. Ses 2 ailes massives largement déployées. Dragon Bahamut déploie sa puissance, créant un grand orbe, attaquant à la vitesse de la lumière et frappant avec précision l'armée de Palmer. Cet événement provoque une explosion massive. Au loin, en direction du village, les villageois sont très surpris et inquiets en assistant à cette scène. Après l'explosion, Palmer a eu la chance de survivre. Il est absolument terrifié, sa bouche marmonnant d'incrédulité face à ce qui vient de se passer. Avant que Bahamut ne lance sa puissante musique meurtrière, il appelle précipitamment les soldats restants à fuir vers le dirigeable pour faire leur rapport à l'Empire. De retour dans le groupe de Grand, le lieutenant Catalina est également émerveillé par le pouvoir spécial de Lyria. Grand est encore sous le choc, ne comprenant pas ce qui s'est passé. La bataille prend fin, Lyria remercie en silence, puis c'est le dragon Bahamut dans la marque sur sa poitrine pour empêcher le pouvoir destructeur du dragon primordial de mettre tout le monde en danger. Juste après cela, Graham s'évanouit,
ce qui inquiète beaucoup tout le monde. Se remémorant le passé de Grand, lorsqu'il était encore un enfant espiègle, allongé dans un champ infini où une douce brise se mêlait à la chaude lumière du soleil qui brillait sur la terre paisible, Grand lit avec excitation les lignes de la lettre que son père a écrite. Dans la lettre, il est question d'une île appelée l'île des étoiles, et son père l'y attend. Le silence est momentanément rompu par l'appel de Vian. Grand exprime immédiatement son enthousiasme à l'idée de partir à l'aventure au-delà du ciel en contrebas. En entendant cela, Aron s'ennuie, ne croyant pas que cette île soit réelle. Pensant que sa grand-mère est délirante, Grand se rend immédiatement auprès d'Aron, affirmant que l'île est réelle et qu'elle croit que son père s'y trouve. Les deux enfants se mettent alors immédiatement à se disputer. La dispute ne cesse que lorsque le père d'Aron arrive et leur donne à tous les deux de douloureux coups sur la tête et que la musique menace de leur couper leur goûter. Il encourage aussi calmement Grand en lui disant qu'il pourra un jour accomplir le voyage vers l'île des étoiles, qui n'est plus très loin, ce qui rend le garçon encore plus déterminé et le fait croire en son propre rêve. De retour au présent, Grand se réveille lentement. Il jette un coup d'œil autour de sa chambre et se lève d'un bond lorsqu'il aperçoit Lyria au bord du lit, celle qui a veillé sur lui toute la nuit. Incapable de dissimuler sa joie et son émotion, les larmes montent aux yeux de Lyria. Elle se précipite pour embrasser Grand avant même qu'elle ne lui pose ses questions rapides et inquiètes. Grand garde maladroitement ses distances avant de s'effondrer au sol. Entendant le bruit, Vian et le lieutenant Catalina entrèrent précipitamment dans la pièce pour prendre des nouvelles de Grand. Catalina informe également Grand de la bonne nouvelle. L'armée impériale s'est retirée de l'île et aucun villageois n'a subi de perte. Mais à Grand, Catalina a révélé la vérité. Après avoir été attaqué par le dragon à 5 têtes, il était mort. La magie ne peut pas ressusciter les morts. Grand survit grâce au pouvoir de Lia. Le lieutenant explique les origines de Catalina, selon lesquelles l'Empire a mené des recherches au fil des années sur le pouvoir des cristaux primordiaux. Lyria est la clé de leurs recherches, ce qui lui a valu d'être emprisonné pendant très longtemps et suscite de la compassion pour sa situation. Le lieutenant décida de s'enfuir avec elle pour que Lyria puisse voir à quel point le ciel est vaste. Quant au dragon Bahamut, il dort sur cette île depuis très longtemps. Le pouvoir de Lyria lui permet de contrôler les êtres primordiaux. Elle l'a donc éveillé. Quant à Lia, lorsqu'elle vit Grand grièvement blessé par le dragon à 5 têtes, elle fusionna leurs forces vitales, créant un lien indissoluble, ce qui explique aussi la résurrection de Grand. Par là, Catalina a proposé que Grand se joigne à ce voyage incertain pour échapper à la traque de l'Empire. Ce soir-là, les villageois organisent un grand festin pour musique Catalina et Lyria. Lors du festin, Grand a exprimé qu'il entreprendrait le voyage avec les deux dames car il y a un endroit où il souhaite également beaucoup aller, l'île des étoiles musicales. Vienne connaît bien le choix de son ami et est également prêt à l'accompagner. Les villageois, apprenant cette décision, s'inquiètent pour eux, surtout pour Aron. Mais alors tout le monde comprend et les bénit. La nuit fut longue. Ils mangèrent et burent joyeusement ensemble. Le lendemain matin, tous les villageois viennent dire au revoir aux 4 personnes et leur souhaitent bon voyage. Grand montre sa détermination à trouver un jour l'île où se trouve son père et à revenir après cette aventure. Le dirigeable décolle mais rencontre des problèmes et ne parvient pas à s'élever. Il tremble violemment, traîné sur le sol, ce qui terrifie tout le monde. Ce début peu prometteur est peut-être le signe des défis difficiles que l'équipe devra relever à l'avenir. Alors que le navire manque de s'écraser contre une falaise, Vienne, terrifié, fait un vacarme épouvantable. Mais au moment crucial, Catalina actionne rapidement le levier, propulsant puissamment le navire droit dans le ciel. L'immensité du ciel, constellée des oiseaux d'un blanc pur et baigné par les rayons étincelants du soleil, remplit le groupe de joie et d'excitation. Le magnifique paysage qui s'offre à leurs yeux semble encourager et galvaniser l'équipe sur le chemin difficile qu'elle a choisi. Et voilà, le dirigeable file à travers le ciel infini. Le groupe de Grand entame donc officiellement son voyage à la recherche de l'île des étoiles. Le petit dirigeable transportant Grand, Lyria, Vienne et Catalina subit une grave panne en plein vol et s'écrase directement sur une prairie verdoyante appartenant à l'archipel de Port-Braise. Le violent impact projette de la poussière partout, et le vaisseau trace une longue traînée sur le sol, laissant des débris éparpillés tout autour. Lorsque le groupe de Grand sort des décombres, ils sont encore sous le choc d'avoir échappé de justesse à la mort. Lyria tremble en confirmant qu'elle va bien, tandis que Grand pousse un soupir de soulagement, mais admet également que piloter un avion est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. À ce moment précis, un étranger à l'air buriné, vêtu d'une tenue de mécanicien et portant une boîte à outils, apparaît. Cette personne regarde l'épave du navire avec une expression exaspérée et à musique pleine de regrets, en claquant la langue pour critiquer la façon dont ils ont traité le véhicule. Il souligne immédiatement que le groupe propulseur a explosé à cause d'une surchauffe et se demande s'ils ont vérifié la température ou ajusté les vannes d'énergie.
Voyant Grand et Lyria complètement désemparés face aux questions techniques, cet homme est encore plus déçu, se plaignant qu'une si bonne machine ait été détruite par des gens qui n'y connaissent rien en mécanique. Tout en précisant qu'avec des dégâts aussi importants causés par le feu, l'appareil ne volera probablement plus jamais. Après avoir réprimandé le groupe de Grand pour leur manque de connaissances élémentaires, l'homme s'éloigne vers la ville sans se présenter, laissant les jeunes amis avec le navire endommagé. Lyria se sent coupable d'avoir mis l'étranger en colère, mais Grand remarque qu'il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Vienne suggère au groupe de trouver un endroit pour se reposer d'abord. Soudain, ils aperçoivent un immense dirigeable qui glisse dans le ciel, se dirigeant vers des îles flottantes au loin. Catalina le reconnaît comme un cargo entrant au port et suggère au groupe de se diriger également vers la ville. Ils se trouvent sur l'île d'Angana, l'île principale de l'archipel de Port-Braise, et leur destination est la ville centrale d'Ara. En entrant dans la ville, Grand et Lyria sont submergés par l'activité trépidante et l'architecture unique de ce lieu. Les rues pavées sont animées par le passage des passants en musique. Les boutiques exposent toutes sortes de marchandises et le ciel est constamment animé par le va-et-vient des dirigeables de toute taille qui entrent et sortent du port. Catalina explique que cette île est un important centre de transit reliant d'autres îles où les pilotes échangent des marchandises, achètent des produits de première nécessité et échangent des objets de valeur trouvés lors d'expéditions. Grand pense avec enthousiasme qu'il pourrait trouver un nouveau dirigeable ici. Mais Catalina se montre plus pragmatique lorsqu'elle lui rappelle qu'avec leurs fonds actuels, l'achat d'un bateau est impossible et que l'option la plus réaliste est de trouver un navire commercial pour se faire emmener jusqu'à l'île suivante. Tout en flânant au marché pour acheter le matériel nécessaire, le groupe de Grand profite d'une atmosphère rare et paisible. Ils éprouvent un certain soulagement car cette île se trouve hors du contrôle direct de l'Empire, ce qui empêche l'armée d'agir librement. Une situation cocasse se produit lorsque Catalina, qui paraît toujours sévère, révèle son faible pour les animaux mignons. Elle ne peut résister à un chat endormi et veut ensuite caresser Vienne. Musique, ce qui fait fuir le petit dragon terrorisé. Dans une épicerie, le commerçant suggère à Lyria d'acheter un journal intime rose en forme de cœur, conçu pour y consigner ses souvenirs de voyage. Catalina encourage Lyria à l'acheter, affirmant que c'est aussi un bon moyen pour elle de pratiquer l'écriture. En sortant du magasin, ils passent devant une grande place et aperçoivent une statue géante de déesse. Un vieil homme du coin explique qu'il s'agit d'une statue de Tiamat, qui est la divinité gardienne de l'archipel de Port-Braise qui apporte des vents doux à cette terre. Cependant, le vieil homme déplore également que de nos jours, les gens se fient aux technologies de prévision météorologique, si bien que peu de personnes viennent prier ou vénérer Tiamat comme auparavant, ce qui rend le temple désert et souvent occupé par des marchands comme lieu de rassemblement. Le groupe de Grands décide de prier devant la statue de la déesse en signe de respect pour la culture locale. Le lendemain, Catalina signale que tous les navires commerciaux quittant l'île sont complets ou ont été annulés indéfiniment. Le vendeur de billets, lui aussi, ignore la date du prochain départ, tandis qu'il est à l'arrêt et contemple le port. Grand rencontre soudainement à musique le mécanicien de tout à l'heure, debout près d'un immense dirigeable. L'homme félicite Grand pour son œil avisé lorsque le garçon manifeste également de l'intérêt pour ce navire. Au fil de la conversation, il révèle que piloter un dirigeable exige non seulement la connaissance des moteurs, mais surtout la capacité de lire la direction du vent, qui change à chaque instant. Il parle avec une passion intense, mais évite de répondre lorsque Grand lui demande s'il est pilote, se contentant de dire que c'est une affaire du passé, et qu'il ne vole plus pour des raisons compliquées. Vienne lui demande son nom avec curiosité, et l'homme se présente comme Racom. Racom conduit ensuite le groupe de Grand à son atelier et les surprend grandement en leur montrant que leur petit vaisseau endommagé a été entièrement réparé et que le moteur fonctionne parfaitement. Racom explique qu'il l'a remorqué hier parce qu'il les a vus l'abandonner et qu'il ne supportait pas de voir une machine jetée à la poubelle, que malgré avoir terminé les réparations. Racom refuse toujours de livrer le vaisseau à moins qu'il ne trouve un pilote compétent car il ne veut pas que son travail de réparation soit gâché par des amateurs. À ce moment précis, deux inconnus apparaissent à la porte de l'atelier. Un homme aux oreilles d'animal, aux cheveux bleus et à l'attitude désinvolte, nommé Drang, accompagné d'une petite épéiste discrète nommée Storm. Dang aborde le groupe de Grands avec une fausse amabilité, leur offrant des pommes et leur proposant de leur donner un dirigeable s'ils viennent avec lui. Cependant, Catalina et Grand pressentent rapidement quelque chose d'anormal. Dang révèle accidentellement son identité. Il est soit un membre de l'Empire, soit un mercenaire engagé par l'Empire. Lorsqu'ils sont découverts, Storm dégaine son épée pour attaquer, forçant le groupe de Grands à fuir. Une poursuite tendue s'engage dans les ruelles étroites de la ville d'Ara. Storm fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de l'épée combinée à la magie du feu, tandis que Dang utilise des orbes magiques pour des attaques à longue portée. Grand tente de riposter pour protéger Lia, mais la différence de puissance est trop grande.
Alors qu'ils sont acculés dans une impasse et sur le point d'être capturés, Rackham surgit inopinément d'un passage secret dans le mur, lance une bombe fumigène pour créer un abri et entraîne tout le groupe dans un tunnel souterrain. À l'intérieur du tunnel obscur, Rackham explique qu'il s'agit de vieux passages utilisés en temps de guerre. Il réprimande Grant pour avoir affronté imprudemment des ennemis aussi dangereux, mais admire aussi secrètement le courage du garçon. Après avoir échappé à leurs poursuivants, Rackham les conduit dans une taverne pour rencontrer Sirakar, un marchand de la race Arvin, de petite taille mais très rusé. Siro est le propriétaire de la célèbre chaîne de magasins de Bibelot, qui propose de tout, de l'achat et la vente de marchandises au placement d'employés. Catalina demande à Siro de trouver un pilote ou un navire pour quitter l'île. Mais Siro affirme que tous les pilotes de la région sont partis en raison de la haute saison. Cependant, Siro révèle qu'elle possède un vieux dirigeable qu'elle musique souhaite vendre à bas prix. Le seul problème, c'est qu'il faut un pilote qualifié. Tous les regards se tournent vers Rackham, qui est assis à proximité en train de boire. Dans la taverne, les gens commencent à bavarder sur Rackham, le qualifiant de timonier excentrique doté d'excellentes compétences et obsédé par la réparation d'une épave à la périphérie de la ville dont personne ne croit qu'elle puisse un jour voler à nouveau. Le groupe de grands décide de partir à la recherche de cette épave pour persuader Rackham. À leur arrivée, apparaissent devant leurs yeux un immense dirigeable, ancien mais d'une beauté majestueuse et ancestrale, nommé Grandifé. Bien que considéré comme de la ferraille sous les mains bienveillantes de Rackham, le vaisseau semble dormir profondément, attendant d'être réveillé. Cependant, leur conversation est interrompue par l'apparition d'une importante armée. Il s'agit de l'armée impériale dirigée par le général Furia, un Arvin à la personnalité arrogante et cruelle. Furieux a encerclé la zone et capturé Catalina ainsi que les autres. Ce qui met Rackham le plus en colère, c'est lorsque Furious insulte le Grandifé, le qualifiant de déchet incapable de voler et ordonnant à ses soldats de le détruire. Une violente explosion se produit sous les yeux de Rakim, dont le regard furieux le pousse à risquer sa vie pour protéger le vaisseau et l'honneur de celui qui aime le ciel. Pendant ce temps, le groupe de grands se prépare également à livrer une bataille à mort pour protéger la liberté et leurs nouveaux amis. Une scène de flashback obsédante dans le rêve de Rackham, alors qu'il retourne dans le passé. À cette époque, c'est un jeune homme plein de passion qui tente de piloter l'immense dirigeable nommé Grand Siffé à travers une violente tempête. Mais tous les efforts deviennent vains lorsque le navire perd le contrôle et s'écrase au sol, le timonier étant totalement impuissant, ce qui réveille Rackham en sursaut. Au milieu d'un atelier en désordre rempli de dessins techniques et de pièces de machines, alors que la lumière du mat filtre à peine à travers le cadre de la fenêtre, Rackham regarde dehors et est témoin d'une scène qui le fait bouillir de rage. Nous apercevions une escouade de soldats impériaux s'approcher furtivement du Grandifé, qui gît immobile sur la colline herbeuse telle une ruine oubliée. Et il se prépare à poser des explosifs pour détruire complètement la passion de toute une vie qu'il a passé des décennies à réparer et à protéger sans relâche la musique. Rackham s'empare immédiatement de son fusil et se précipite hors de l'atelier pour stopper le sabotage de l'armée impériale avec des tirs de sommation précis à distance qui sèment la panique chez les soldats et les poussent à se mettre à couvert. Rackham surgit opportunément d'un sentier secret à flanc de falaise et lance des fumigènes, créant un épais brouillard et donnant ainsi au groupe tout entier l'opportunité de s'échapper par des tunnels souterrains, un ancien système d'abri datant de la guerre que seuls les habitants de longue date comme lui connaissent bien. Une fois en sécurité à l'intérieur de l'atelier de Rackham, l'atmosphère devient plus sombre lorsque chacun commence à discuter des étranges agissements de l'Empire et des raisons pour lesquelles il souhaite détruire une île neutre et paisible comme celle-ci. Rackham, quant à lui, conserve son attitude bourrue et affirme qu'il ne les a sauvés que par commodité, tout en protégeant son vaisseau, sans aucune intention de s'impliquer profondément dans les problèmes des autres. Cependant, la conversation est interrompue par de violents tremblements de terre venant de l'extérieur lorsque le ciel de l'archipel de la brise portuaire s'assombrit soudainement et que des nuages noirs tourbillonnants arrivent, bloquant le soleil, signalant le réveil furieux de Tiamat, la divinité gardienne de cette île. Lyria, grâce à son don de perception particulier, a détecté la présence anormale de musique Tiamat et elle rapporte avec inquiétude que le dieu du vent est dans un état extrêmement agité et douloureux, comme s'il était torturé ou contrôlé par quelqu'un dans son manoir. Un général impérial furieux de sa petite taille. Mais le cœur maléfique, assis sur son trône, observe l'écran et rit de façon maniaque, témoin de son plan visant à agiter Tiamat. Des tornades massives commencent à se former et à balayer la ville, arrachant les toits et emportant tout sur leur passage, poussant les habitants paniqués à fuir, cherchant refuge dans la grande église, qui possède la structure la plus solide pour préserver leur vie. Catalina démontre rapidement son rôle de commandante, lorsqu'elle et Grand se précipitent pour aider à évacuer les gens et utilise la magie de guérison pour soigner les blessés. Tandis que Rackham regarde avec les yeux remplis de tourments et d'angoisse la scène de la dévastation de sa ville natale,
Il réalise que s'il ne fait rien immédiatement, c'est qu'il sera rayé de la carte et tout le monde, y compris sa bien-aimée Grandifée, sera enterré à jamais. En ce moment décisif, Racom a mis de côté l'échec obsédant de son passé pour prendre une décision audacieuse. Redémarrer le Grandifée et l'utiliser pour emmener tout le monde loin de l'île ou combattre Tiyama pour calmer la divinité. Racom court vers l'église et crie, demandant si quelqu'un sait comment piloter un vaisseau. Mais pour seule réponse, la foule garde un silence effrayé jusqu'à ce que Grand s'avance et affirme sa confiance dans les capacités de Racom, promettant de l'aider de toutes ses forces pour que le vaisseau puisse décoller. Touché par la confiance du jeune homme et par l'urgence de la situation, Racom accepte que le groupe de Grand l'aide à manœuvrer ce vieux navire. Bien qu'il sache que les chances de succès sont très minces, étant donné que le navire est resté à quai pendant tant d'années et qu'il était considéré comme une épave irrécupérable. Le groupe au complet sort précipitamment de l'église et court à travers la tempête de poussière pour atteindre le Grandifée. Mais il tombe sur Furieux et son armée, qui bloquent la proue du navire avec une expression arrogante et triomphante. Furieux est en colère parce que personne n'est venu le secourir lorsque la tempête a éclaté. Il ordonne donc à ses soldats de tirer au canon sur le Grandifée afin de détruire le seul moyen d'évasion de tous et aussi pour satisfaire ses propres pulsions destructrices. Les obus d'artillerie explosent autour du navire, projetant poussière et pierres dans toutes les directions et créant de puissantes ondes de choc qui secouent toute la coque. Mais heureusement, le blindage robuste du Grandifée résiste toujours aux tirs ennemis. Racom, telle une bête acculée, a chargé en avant, utilisant son fusil pour abattre les soldats qui actionnaient les canons et dégager un chemin sanglant pour que Grand et les autres puissent monter à bord du pont. Dang et Storm apparaissent également au combat, mais cette fois ils ne conservent plus leur attitude désinvolte et déchaînent toute leur puissance pour arrêter le groupe de Grand. Mais Catalina et Grand Musique ont bien coordonné leurs efforts pour repousser ces deux ennemis agaçants et protéger Lyria en toute sécurité sur le navire. Lorsque tout le monde est sur le pont, Racom se précipite dans le cockpit et commence à effectuer des procédures de démarrage complexes, ses doigts glissant rapidement sur le panneau de commande tout en murmurant continuellement des promesses et des supplications pour que le vaisseau se réveille à nouveau. Dehors, les rugissements de Tiyama deviennent plus forts tandis que le dieu du vent révèle sa véritable forme. Un immense dragon à plusieurs têtes volant dans le ciel et tirant des rafales d'énergie destructrice sur le sol. Le moteur du Grandifée se met à vrombir et à cracher une épaisse fumée noire. Mais les hélices refusent toujours de tourner, ce qui fait transpirer abondamment Racom et le plonge presque dans le désespoir, pensant que la malédiction de l'échec le poursuit encore. Mais soudain, Grand a fait irruption dans le cockpit et a posé sa main sur l'épaule de Racom, lui redonnant confiance et lui rappelant pourquoi il aimait tant le ciel. Ses paroles encourageantes agissent comme un remède spirituel, aidant Racom à retrouver son calme. Et il réalise qu'il s'est trop concentré sur la technique, oubliant d'écouter les battements du cœur du navire. Il ferme les yeux, ressent les vibrations de la coque et ajuste les soupapes de pression par instinct, tel un mécanicien de génie. Soudain, une puissante vague d'énergie parcourt le vaisseau, déployant les voiles qui captent le vent, et le système de propulsion rugit puissamment, propulsant lentement le Grandifée hors du sol à la joie immense des amis. Et l'immense dirigeable fend la pluie et s'élève à toute vitesse dans le ciel d'un bleu profond, laissant derrière lui le chaos de la ville et se dirigeant droit vers la tempête où Tiyama fait rage. Le sentiment de retourner dans le ciel après tant d'années passées au sol rend Racom extatique, et il manœuvre le vaisseau avec habileté en se faufilant à travers d'énormes colonnes de tornades pour s'approcher du dieu du vent. Furieux, resté au sol, regarde avec rage le vaisseau s'éloigner et hurle en vain, car son plan pour le piéger et le détruire a complètement échoué. À bord du Grandifée, Catalina et Grand préparent les armes en vue de la bataille imminente contre Tiyama. Tandis que Lyria tente d'utiliser son pouvoir pour se connecter à la déesse et apaiser sa douleur, le contrôle de l'Empire sur Tiyama semble trop fort, ce qui lui cause beaucoup de difficultés. Le Grandifée vole en confrontation directe avec Tiyama dans un ciel rempli de tonnerre et d'éclairs, annonçant une bataille féroce qui va avoir lieu pour libérer l'île de la musique fureur de la nature et des sombres plans de l'Empire. Car les amis doivent trouver un moyen de vaincre un dieu pour protéger la musique qu'ils chérissent. Racom fait désormais officiellement partie de l'équipage en tant que timonier talentueux portant le rêve de conquérir le ciel musique et la promesse de mener de grands voyages jusqu'aux confins du monde où l'île des étoiles attend. Le ciel turbulent et dramatique de l'archipel de la brise portuaire où des épais nuages noirs tourbillonnants recouvrent tout l'espace, annonçant une violente tempête. Mais au cœur de cette tempête, le légendaire dirigeable Grandifée, qui après des années d'inactivité au sol, prend désormais fièrement le vent sous le contrôle magistral du génial mécanicien Racom, qui a passé toute sa jeunesse à attendre ce moment fatidique. La sensation de planer librement dans l'immensité du ciel rend Racom incapable de cacher son excitation extrême alors qu'il serre fermement la barre tout en criant d'exaltation malgré les vents violents qui tentent de renverser le navire. Mais grâce à sa riche expérience et à sa profonde compréhension de chaque battement de cœur du moteur, il a manœuvré le grand Séphur de façon spectaculaire en se faufilant à travers des courants d'air chaotiques, ce qui a quelque peu inquiété les passagers à bord.
y compris Grand et Lyria ainsi que Catalina et Vienne, mais qui ont néanmoins placé leur entière confiance en leur nouveau timonier passionné. Cependant, la joie est de courte durée lorsque Tiamat, la divinité gardienne de l'île, a maintenant complètement perdu le contrôle sous la cruelle manipulation de l'Empire et s'est transformée en un énorme dragon à plusieurs têtes. Elle tirait frénétiquement des décharges d'énergie violette destructrice sur le petit dirigeable, osant envahir son domaine. Grand se tient sur le pont, observant la situation d'un regard déterminé. Il comprend que leur but n'est pas de détruire Tiamat par la force, mais de libérer cette divinité de la douleur et des chaînes invisibles qui entravent son esprit et la rendent violente. Lyria, grâce à son don de perception particulier, confirme également qu'elle peut entendre les cris de douleur provenant des profondeurs de Tiamat et supplie tout le monde d'aider cette pitoyable divinité à échapper à l'emprise des ténèbres. Pendant ce temps, au loin, le général impérial Furious observe la bataille à travers un écran avec une expression satisfaite et cruelle, car il croit que rien ne peut arrêter la puissance furieuse d'une bête primordiale, et il se réjouit à l'idée de voir cette île complètement anéantie comme un avertissement sévère à ceux qui osent s'opposer au pouvoir absolu de l'Empire. La bataille aérienne se déroule avec une extrême férocité alors que Tiamat déchaîne continuellement un barrage d'attaques musique avec des tornades et des éclairs, forçant Racom à utiliser toutes ses compétences de pilotage magistral musique pour esquiver de justesse les orbes d'énergie mortelle qui pleuvent sur eux. Bien que le Grand Diffé soit doté d'un blindage robuste face à la puissance écrasante d'une divinité, le vaisseau commence lui aussi à trembler violemment et subit certains dommages, rendant la situation extrêmement critique et menaçant la vie de tous ceux qui se trouvent à bord. Comprenant qu'ils ne peuvent plus prolonger cette bataille défensive, Grand décide d'exécuter un plan audacieux et risqué. Approcher directement Tiamat et briser de ses propres mains le contrôle de l'Empire. Lyria ferme les yeux, concentre son esprit, et utilise le pouvoir mystérieux qui réside en elle pour invoquer une source d'énergie massive. Prenant la forme d'un dragon sombre et autoritaire, qui est Bahamut, pour affronter et contenir le pouvoir de Tiamat, créant ainsi une opportunité pour Grand d'agir. La scène de la collision de deux puissances colossales crée des ondes de choc terrifiantes qui secouent le ciel tout entier et dispersent les nuages noirs environnants, révélant la véritable forme de Tiamat, enveloppé dans un épais masma sombre. Ne laissant pas passer cette précieuse opportunité, Grand concentre toute sa force dans l'épée qu'il tient à la main et se lance du Grand Diffé. Telle une flèche fendant le vent, sans se soucier du danger, filant droit vers la divinité musicale, hurlant de folie. Dans ce moment décisif de vie ou de mort, Grand abat son épée, frappant violemment le cristal brillant sur la poitrine de Tiamat, là où l'énergie sombre la contrôlait, et le coup précis a brisé le contrôle de l'Empire, faisant disparaître l'aura sombre dans le néant, rendant la paix à la divinité du vent. Tiamat reprend peu à peu conscience et retrouve sa douce et belle apparence originelle. Elle rattrape doucement Grand qui tombait en chute libre de ses mains énormes mais tendres, en guise de remerciement sincère au jeune héros qui a sauvé son âme de la corruption. La tempête se dissipe, laissant place à un ciel bleu dégagé et à une douce lumière du soleil sur l'archipel de Port-Braise. Alors que les habitants de la ville exultaient de joie et de bonheur d'échapper au destin catastrophique qu'ils pensaient inévitable. Après avoir atterri en toute sécurité, Racom descend du vaisseau avec un sourire satisfait car il a enfin réalisé son rêve de ramener le Grand Diffé dans le ciel et a prouvé à tous que ce vaisseau n'est pas une épave inutile, mais un véritable chef-d'œuvre capable de surmonter n'importe quelle tempête. Avant de disparaître dans le vent, Tiamat laisse derrière elle un objet étincelant en guise de cadeau d'adieu pour le groupe de grand-mère. Elir y voit un fragment d'étoile renfermant les souvenirs de contrées lointaines où ils n'ont jamais mis les pieds. À la taverne du village, une atmosphère festive règne tandis que tous célèbrent la victoire et le retour de la paix. Mais la joie de son ami est brièvement interrompue par l'apparition inattendue de Sirkar, le mystérieux et rusé marchand qui surgit toujours au bon moment. Siro leur apporte des informations importantes sur la prochaine destination musicale de leur voyage, basée sur des indices provenant du fragment laissé par Tiamat. C'est dans le Valtz du Chi, une région célèbre pour ses volcans brûlants et son industrie mécanique développée, que pourraient être cachés des secrets concernant le père de Grand. Grand et ses amis décident de partir à la recherche d'informations sur son père et de poursuivre leur aventure périlleuse vers l'île légendaire des étoiles, Ezushia. Cette nuit-là, alors que tout le monde s'est endormi après une longue et épuisante journée de combat, Racom et Grand ont une conversation privée sur le pont sous le clair de lune brillant où Racom partage son passé turbulent et pourquoi il s'est autant attaché au Grand Diffé malgré les moqueries des autres. Il raconte que ce vaisseau était autrefois la fierté d'un pilote légendaire et que celui-ci a passé toute sa vie à le réparer, espérant trouver un jour quelqu'un de digne de conquérir le vaste ciel à ses côtés. Racom regarde Grand avec des yeux musicaux confiants et demande officiellement à rejoindre son équipage de chevaliers en tant que timonier car il voit en Grand les qualités d'un vrai leader et la flamme ardente de la passion de l'exploration. Tout comme son père autrefois, que Racom admirait lui aussi.
Grand accepte avec joie l'offre et accueille Racom comme le 4e membre officiel du groupe, marquant un tournant important dans leur voyage, car ils disposent désormais d'un navire solide et d'un timonier talentueux. Le lendemain matin, à l'aube, les amis se rassemblent au port pour préparer le départ. Et Racom prend un moment pour dire au revoir à son île natale Musique, où il est né et a grandi, et où sont conservés de nombreux souvenirs heureux et tristes de sa vie de mécanicien pleine de notes graves. Le Grand Diffé décolle lentement, quittant le sol, emportant les rêves et les espoirs des jeunes explorateurs vers l'horizon lointain, où de nouveaux défis et des mystères non résolus les attendent. Pendant ce temps, dans la capitale impériale, ceux qui sont au pouvoir ourdissent de nouveaux complots, plus sinistres encore. Après la défaite humiliante à Port-Braise et l'apparition de Grand, ainsi que le mystérieux pouvoir de Lyria, qui a attiré l'attention de personnages dangereux tapis dans l'ombre, promettent des affrontements encore plus féroces dans un avenir proche. Alors que le dirigeable Grand Diffé glisse à travers la mer blanche de nuages entrant dans l'espace aérien des Valtes du Chi, où des volcans en éruption crachent d'épaisses colonnes de fumée noire dans le ciel, créant une scène à la fois terrifiante et magnifique, laissant de jeunes explorateurs comme Grand et Lyria halter des émerveillements devant la beauté féroce de la nature. Racom se tient derrière la barre, un sourire satisfait aux lèvres, tandis qu'il sent le rythme du navire sous ses mains expertes. Et il présente fièrement à tous leur prochaine destination, un royaume célèbre musique, pour sa métallurgie et son industrie mécanique exceptionnellement avancée. Grâce à l'exploitation de l'énergie géothermique inépuisable de la Terre. Après avoir atterri sans encombre dans le port animé, où s'entremêlent cargo et poussière industrielle, le groupe de Grand commence à ressentir une atmosphère quelque peu tendue et prudente parmi les habitants, bien différente de la gaieté joyeuse qui règne à Port-Braise, car des regards scrutateurs et suspicieux se posent sans cesse sur les étrangers nouvellement arrivés.